L'officier paramilitaire Chukwu Emeka Odumegwu Ojukwu a une fois dit « Il vaut mieux que nous vivions et mourions en Biafra plutôt que de vivre comme des esclaves au Nigeria ». C'est une expression courante parmi le mouvement ambazonien, pas amazonien, ambazonien. Nous ne faisons pas sécession du Cameroun. Nous n'en avons jamais fait partie en premier lieu. Joseph Kony a une fois dit « Ah, qui sont ces gens et qu'est-ce qui se passe avec toutes ces revendications sur l'état actuel des affaires de souveraineté en Afrique? » Eh bien, nous avons fait la version européenne. Pourquoi ne parlons-nous pas de la version africaine? Voici les groupes séparatistes d'Afrique. Faisons une Geogra Talk. Hey Geogra Peeps, je suis votre hôte Barbie et oh mon Dieu, bon sang, de bonsoir sur son bâton sauteur avec Bob Saget et Nicki Minaj. Que suis-je en train de porter? C'est un t-shirt Geography Now disponible sur geographynow.com. Nous avons aussi des mugs et d'autres articles. Procurez-vous votre merch sur geographynow.com. Cela dit, l'Afrique est un continent riche, vibrant et historiquement important. Il a beaucoup évolué depuis l'indépendance de la plupart des 54 pays. Il y a plus d'un demi-siècle. Il grandit et se développe rapidement et se met en avant dans les projecteurs. Mais généralement, quand les choses grandissent très vite, cela signifie généralement que beaucoup plus de problèmes surgissent. Il existe actuellement entre 60 et 80 mouvements actifs en Afrique luttant pour la sécession ou une plus grande autonomie dans leurs pays respectifs, dans lesquels ils se trouvent maintenant. Il est difficile de définir correctly ce qu'est un mouvement catégoriquement séparatiste ou autonome ou sécessionniste car il y a beaucoup de conjectures et de contentieux au sein des groupes de défense. Mais je pense que les meilleures ou peut-être les plus proches directives que je pourrais probablement suivre pour faire une liste correcte de ces groupes sécessionnistes ou séparatistes ou peu importe comment vous voulez les appeler seraient probablement les critères de l'Organisation des Nations et des Peuples non représentés ou l'Organisation des Nations et des Peuples non représentés ou l'Organisation des États africains émergents de l'Organisation des États africains. Si tous les groupes que je vais mentionner maintenant ont un mouvement actif avec des membres actifs, que ce soit un parti politique, des groupes organisés, qu'ils soient gouvernementaux en exil, de défense ou militaires, recherchent une plus grande autonomie ou autodétermination. Ils sont citoyens et habitants des zones de conflit et ne viennent pas d'un autre pays. Et ils ont un nom proposé pour un État souverain se séparant avec une superficie de terre proposée pour ledit État. Je vais maintenant passer en revue la plupart des groupes sécessionnistes africains. Je risque d'en oublier, mais ce sont les plus connus et actifs. Certains sont moins actifs, donc je ne mentionnerai que les plus actifs dans cette liste. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Votre temps est précieux. Mon temps est précieux. Nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord, nous allons juste devoir passer à travers cela. Alors, allons-y. Premièrement, l'Algérie avec le mouvement kabyle, aussi connu comme la Terre des Tribus. C'est un endroit qui était une région unique dans les montagnes de l'Atlas, qui a une longue histoire d'être gouverné par les peuples autochtones amaziques. Et assez curieusement, il y avait une période où il se mélangeait beaucoup avec le peuple germanique vandale et aujourd'hui. La région de Kabylie a un fort sentiment d'identité kabyle aujourd'hui. Ils ont un gouvernement en exil qui opère à Paris, France, dirigé par ce gars, Fairholt Meheni. Angola, il y a la République démocratique de Lunda Chokwe. En gros, c'est la partie la plus à l'est de l'Angola qui est au milieu des jungles en l'an 2000. Ils ont revendiqué leur propre indépendance. Ils soutiennent que ces zones étaient sous l'Empire Lunda et n'ont pas été correctement colonisées par les Portugais pendant l'époque de l'Empire portugais. Il existe des tensions entre les Kabindés et le gouvernement angolais centralisé, principalement concernant la gestion des ressources, dont une grande partie se trouve dans cette région riche en ressources naturelles. Cabinda, l'unique exclave d'Afrique, est en réalité un petit territoire appartenant à l'Angola. En bref, elle est principalement peuplée par les Bakongo qui avaient 3 royaumes historiques ici, et c'est la partie la plus controversée. L'exclave de Cabinda est responsable d'environ 60% de l'industrie pétrochimique de l'Angola. Le Botswana possède la Zambézie, qui abrite le célèbre delta de l'Okavango et le parc national de Chobe, qui a la plus grande population d'éléphants africains. Je suis réellement allé là-bas pour mon épisode de lettres au Botswana, c'est fou. Il y a de nombreux éléphants là-bas. Les habitants d'ici et de certaines parties de la bande de Caprivi en Namibie ont exprimé leur mécontentement envers le gouvernement botswanais sous la direction du mouvement pour la survie des races fluviales de Zambézie. Au Cameroun, il y a 2 mouvements similaires, dont l'Ambazonie. Comme mentionné plus tôt, le Cameroun a été formé par la fusion des anglophones du Nord et des francophones du Sud. Il était censé être une union fédérale de 2 entités égales. Cependant, avec le temps, le côté anglophone a exprimé un sentiment de marginalisation par rapport au côté francophone. En tant qu'étranger, j'observe une dispute entre les communautés anglophones et francophones, alors qu'aucune des 2 langues n'est africaine.
Quoi qu'il en soit, c'est une chose en cours et certaines personnes dans la région de l'Ambazonie ou la partie anglophone du Cameroun ont exprimé le désir soit de sécession, soit de réunification avec le Nigeria. Ensuite, il y a Bakassi au Cameroun, un site faisant l'objet d'un conflit entre le Nigeria et le Cameroun. Ils ont impliqué la Cour internationale de justice. La plupart des gens ici sont de la tribu Oron, dont beaucoup que vous pouvez trouver au Nigeria. Et en 2002, la Cour internationale de justice a statué que cette zone relevait du Cameroun. Mais le Cameroun serait tenu de protéger leurs droits. À l'origine, le Nigeria n'a pas retiré leurs revendications ni nié le jugement. En 2006, ils étaient dans un état de limbe jusqu'à ce qu'ils retirent leurs revendications. Bekassi a déclaré que si cela se produisait, ils déclareraient leur propre État indépendant. Bekassi n'est pas officiellement reconnu malgré tout. Le mouvement continue toujours. Ensuite, la République centrafricaine a Dar el-Kouti ou la République de Logon. C'est le plus grand groupe insurgé du pays contrôlé par le Front populaire pour la renaissance de la République centrafricaine ou Front populaire pour la renaissance de la République centrafricaine en gros. La minorité musulmane de 15% vit presque entièrement dans un proto-État qu'ils ont déclaré en 2015. Lors de mon voyage en République centrafricaine, j'ai entendu de nombreuses histoires à leur sujet. C'est fou. L'armée se rend rarement dans ces zones. Parfois, ils ont le soutien des forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, notamment du Burundi, la voiture. Ils aiment les Burundais, ils sont comme les meilleurs amis. Ensuite, les Comores. Les Comores sont un pays unique constitué de 3 îles principales. Ils ont un système de présidence tournante où le président successeur doit provenir d'une île différente, ce qui en fait un système de gouvernance très particulier. 2 îles, Anjouan et Moélie, ont exprimé le désir de s'autodéterminer car le gouvernement centralisé se concentre principalement sur l'île principale, Grande Comore. Chaque île souhaite une certaine autonomie, mais elles doivent ne fonctionner comme un seul pays. Passons maintenant à la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Le Royaume du Congo a été un État indépendant pendant environ 4 siècles et demi. C'était un royaume historique. Ils veulent raviver le royaume le long de la côte et ensuite ils ont le Kitanga qui est essentiellement la partie sud-est du pays. C'était en fait un État sécessionniste en 1960. Plus tard, le gouvernement congolais a réintégré le Katanga dans le pays, mais le mouvement perdure encore dans certaines régions. C'est une source de conflit constante, surtout qu'ils ont certaines des plus grandes mines de cuivre sur Terre. Passons à la Guinée équatoriale. C'est un cas unique. En gros, les 2 régions insulaires de la Guinée équatoriale, Bioko et l'île d'Annabon, ont leur propre mouvement pour soit la sécession, soit une plus grande autonomie au sein du pays. Fait intéressant, la capitale actuelle, Malibu, se trouve sur l'île de Bioko et non sur la partie continentale du pays. Cependant, ils essaient de changer cela. Ils essaient de déplacer la nouvelle capitale vers la partie continentale. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est appelé Ciudad La Paz. C'est au milieu de nulle part, au milieu de la jungle. Et c'est fou parce que tout a l'air incroyablement beau. C'est nouveau. C'est brillant, c'est incroyable, mais c'est presque complètement vide et je suis aussi allé à Annabon et cet endroit est très unique. Ils ont comme un créole, espagnol, portugais parce qu'ils sont juste à côté de South Tommy et Principia et ils font beaucoup de commerce avec eux. Donc c'est comme si chaque île avait sa propre chose en cours. Mais ils veulent se concentrer davantage sur la partie continentale, ce qui rend les îles un peu plus comme Comment devrions-nous avancer s'ils vont déplacer la capitale vers la partie continentale? La Guinée équatoriale est l'un des bras. Je suis ravi d'avoir pu m'y rendre. L'Érythrée est un endroit fascinant à explorer. Elle a Fécalia, laissez-moi vous en dire plus. C'est la région qui borde la mer Rouge en Érythrée sur le détroit de Bab el-Mandab. L'Éthiopie est enclavée à cause de l'Érythrée, mais les peuples Sahel et Afar vivent en Érythrée. Ils ont eu des disputes avec le gouvernement érythréen, ils ont proposé l'État de Donkalia ou la réunification avec l'Éthiopie parce qu'ils sont plutôt cool avec l'Éthiopie, ou du moins ils l'étaient. L'Éthiopie soutenait les Érythréens pendant un certain temps. Mais en 2018, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé un accord de paix. Et une partie de cet accord était que l'Éthiopie ne soutiendrait plus ces gens de Donkalia, affaiblissant ainsi leurs opérations. Quoi qu'il en soit, le mouvement vit toujours en quelque sorte parmi les gens qui vivent dans cette région. Et oui, c'est ce que c'est. Quoi qu'il en soit, l'Éthiopie. D'accord, vous devez savoir, l'Éthiopie, tout le pays, c'est un peu comme l'Espagne, vous savez. C'est tout un pays de fédéralisme ethno-linguistique, vous savez. Comme chaque région en Éthiopie a son propre groupe ethnique prédominant et ils ont tous, en quelque sorte, leur propre système de gouvernance autonome. C'est un pays, mais c'est plus comme un tas de nombreux pays. Aujourd'hui, il y a 7 mouvements sécessionnistes en cours dans le pays. Je vais simplement en faire la liste. Ils ont Ogaden, qui est essentiellement où se trouvent les Somaliens en Éthiopie. Vivants, ils sont essentiellement liés aux mêmes Somaliens en Somalie, ordre Mia, qui est le foyer du plus grand groupe ethnique. Pour les Oromo en Éthiopie, je suis Ara, le 2e plus grand groupe ethnique, qui au fait a l'alphabet Ge'ez, qui est l'un des seuls systèmes d'écriture indigène en Afrique.
voire Dama pour le peuple Dama au centre du pays. Les peuples Afar et Tigré dans le nord. C'est le site de tous ces conflits dont vous avez probablement entendu parler dans les actualités. En ce qui concerne l'Éthiopie, et enfin la zone de Walaita. Pour le peuple Walaita dans le sud, une petite zone, mais historiquement riche avec leur propre système monarchique de longue date. Le Ghana a un mouvement sécessionniste dans le Togo occidental. Cette région est principalement habitée par les peuples Awe, qui sont les cousins des Awe au Togo. Quel est le plus grand groupe ethnique au Togo? Ils ont rivalisé soit pour la sécession, soit pour l'union avec le Togo. Le Kenya en a deux, la République de Mombasa, le plus grand mouvement sécessionniste du pays. En gros, c'est sur la côte de l'océan Indien. Leur slogan est « Planifier le Kenya où la côte n'est pas le Kenya ». Cette région ressemble à la Catalogne en Espagne. C'est un mouvement sécessionniste économique, pas ethnique ou religieux, soutenu par des chrétiens et des musulmans. Ensuite, la République populaire du Kenya regroupe les provinces les plus occidentales dirigées par le parti Azimu, la Umoja. Ces régions veulent plus d'autonomie au sein du Kenya sans se séparer. Enfin, la Libye. La Libye a trois régions historiques, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan. Depuis la guerre civile libyenne, la Cyrénaïque voulait se séparer du reste de la Libye, ayant leur propre situation en cours. Ils ont accusé la Libye de négliger les régions orientales, surtout lorsqu'elle était sous Kadhafi, favorisant toujours Tripoli et la région de la Tripolitaine. Et aussi, la Cyrénaïque est comme la maison de 80% de leurs réserves de pétrole connues. Donc, ils veulent évidemment faire leur propre chose. Le Mali possède l'Azawad, comme mentionné dans ma vidéo sur les États du Sahel. En gros, ils ont revendiqué des zones principalement dans les parties nord du pays à un moment donné. Ils ont même occupé les villes de Gao et Tombouctou. Il est principalement dirigé par des peuples touaregs autochtones des zones désertiques du Sahara du pays. Le mouvement Azawad a été critiqué pour beaucoup des actions qu'ils ont prises, et oui, ils sont essentiellement le plus grand groupe de peuples insurgés qui ont causé toute cette alliance de l'Union des États du Sahel. Donc oui, Maurice a l'île Rodrigue. En gros, Rodriguez a une population d'environ 45 000 personnes. Ils ont leur propre créole unique basé sur le français, et c'est juste qu'ils sont si loin et distants du gouvernement centralisé de l'île de Maurice que certaines personnes à Rodrigue ont exprimé le désir d'autosouveraineté. Le mouvement est mineur, mais il est parfois évoqué. Le Maroc a la République du Rif située dans les montagnes du Rif. Donc en gros, elle est principalement dirigée par un sous-ensemble des peuples Amazigh, berbères, qui vivent dans les montagnes du Rift ou berbères rifians. Et c'était en fait une république confédérée qui a duré 5 ans entre 1921 à 1926. Et aujourd'hui, il y a un petit mouvement nationaliste du Rif marginal qui a essayé de revitaliser le mouvement en 2013. Et aussi dans la région du Sahara occidental, il y a le République arabe sahraoui démocratique ou le Front Polisario, habité par le peuple sahraoui dans le désert du Sahara. Et c'est le site que j'ai visité dans ma vidéo sur le territoire rebelle que je viens de réaliser. En résumé, le Maroc contrôle 80% du Sahara occidental. Et puis il y a une dune de sable qui a été construite entre eux et les gens du Polisario ou de la République arabe sahraoui démocratique qui revendiquent, ils revendiquent tout le Sahara occidental, mais ils ne gèrent que 20% de celui-ci. Et l'Algérie s'implique parce que leur quartier général est à Tindouf, en Algérie. Et l'Algérie soutient le Polisario, ce qui crée des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Et ils prétendent que l'Algérie les utilise juste pour dire que c'est tellement compliqué. Les Tunisiens, après les Algériens, sont ceux qui ont le plus de différends avec les Marocains. La Namibie arrive ensuite. À la zone de réhabilitation essentiellement en 1968, le gouvernement allemand a fourni un gouvernement séparé pour le peuple bastère dans la partie centrale de la Namibie, Nigeria. Comme expliqué dans l'épisode sur les États nigérians, réalisé il y a longtemps avec mon ami Bozun, le Nigeria est un pays très diversifié sur le plan ethno-linguistique. Mais de nombreuses régions au Nigeria ont comme une dominante. Groupes ethno-linguistiques, et beaucoup de ces régions ethno-linguistiques ont leur propre sorte d'autonomie, mouvements sécessionnistes, séparatistes, selon l'endroit où vous allez. Et aujourd'hui, ils ont 6 groupes officiellement reconnus, le premier étant l'Afro. C'est essentiellement la partie sud riche en pétrole. La région est habitée par les Igbo et leurs sous-groupes. Ils ont brièvement déclaré l'indépendance dans les années 60 et luttent toujours pour plus d'autonomie ou le séparatisme du Nigeria. Vient ensuite la République d'Oduduwa, zone dominée par les Yoruba qui, contrairement à l'Afra, ne propose qu'une plus grande autonomie au sein du Nigeria. Enfin, il y a la République du Delta du Niger. L'histoire se déroule dans la région du Delta sud du Nigeria, principalement la même que celle de l'Afra.
Mais c'est plus diversifié sur le plan ethno-linguistique et ils sont dirigés par le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger ou MEND. Ensuite, nous avons la République d'Arawa, c'est pour les personnes majoritairement de la maison qui se trouvent dans les parties nord du Nigeria. Et ils sont majoritairement musulmans et ils cherchent soit à obtenir l'État, soit une plus grande autonomie au sein du Nigeria. Ou Goniland. C'était pour les gens d'Ogoni qui se trouvent dans l'État de la rivière, dans le delta. C'est une entité distincte du delta du Niger, dirigée par le mouvement pour la survie du peuple Ogoni, une petite faction sécessionniste au sein d'un mouvement sécessionniste plus large. Enfin, il y a le royaume de Bénin. Le Bénin était un État monarchique indépendant jusqu'en 1897, date à laquelle il a été intégré au Nigeria britannique. Autrefois, royaume prospère, certains plaident aujourd'hui pour son rétablissement. Séparés du Nigeria et ils ont un drapeau vraiment fou qui a un gars coupant la tête d'un autre gars. Ensuite, le Sénégal a la République de Casamance. C'est la partie sud étrange du Sénégal que les citoyens sénégalais doivent contourner tout le pays de la Gambie qui est complètement enclavé dans le Sénégal pour y accéder. En gros, au Sénégal, Dakar est comme si tout l'accent était mis sur Dakar. C'est comme la Marcha et comme Casamance et comme la Djan. Les Casamançais expriment leur mécontentement envers le gouvernement sénégalais. Dans les années 90, ils ont formé leur propre groupe militant, causant de nombreux problèmes. Passons maintenant à la Somalie. La Somalie compte 5 principaux clans. Pour comprendre le peuple somalien, il faut saisir cette structure clanique. On pourrait penser qu'ils seraient tous comme « Oh, nous sommes tous somaliens. Nous devrions tous être unifiés. » Non, chaque clan a des problèmes avec les autres. C'est fou. Et chacun a son propre territoire qu'il revendique. Le Somaliland, le plus célèbre, est un groupe séparatiste qui fonctionne pratiquement comme son propre pays. Cette région au nord de la Somalie était une ancienne colonie britannique. De nombreux habitants y parlent aussi anglais et ils ont leur propre monnaie. Ils ont leur propre président, gouvernement et armée. C'est fou, comme je suis allé sur place, ça fonctionne quasiment comme un pays à part entière, puis il y a tout le territoire qui est en fait un groupe séparatiste au sein du Somaliland séparatiste. C'est comme une inception séparatiste. Ils sont principalement du clan Dir des Somaliens, tandis que la plupart des habitants du Somaliland sont du clan Isaac. Historiquement liés à un sultanat, ils veulent faire sécession. C'est compliqué. Ensuite, nous avons le Jubaland qui cherche une plus grande autonomie ou indépendance de la Somalie, comme un tampon entre eux et le Kenya. Puis nous avons le Puntland qui est la véritable corne de l'Afrique. Essentiellement, c'est principalement du clan d'Arod des Somaliens. En 2024, il y a eu une crise constitutionnelle qui a conduit le gouvernement du Puntland à dire qu'il ne reconnaissait plus l'autorité du gouvernement somalien. Et ils se sont déclarés encore plus comme un État indépendant. Et enfin, mon pays qui est l'État du sud-ouest de la Somalie. Essentiellement, c'est la zone de la Somalie qui est principalement bantou, pas somalienne. Les Bantous et les Somaliens, principalement d'origine couchite, sont deux groupes distincts. Les Bantous en Somalie veulent leur propre chose. Ensuite, l'Afrique du Sud, même affaire qu'en Éthiopie. Nigeria, c'est essentiellement un pays avec un tas de mini-pays à l'intérieur. Passons simplement en revue la liste. La République du Cap. C'est essentiellement la province du Cap occidental en Afrique du Sud, qui a évidemment la ville du Cap. C'est une province très diversifiée, principalement habitée par des personnes de couleur. C'est le terme qu'ils utilisent pour désigner les personnes d'ascendance mixte africaine et non africaine, et parmi eux, certains proposent même l'État souverain de Bonne-Espérance qui cherche à se séparer complètement de l'Afrique du Sud. Nous avons des gens. Point, qui est la section de la province du Cap du Nord que les Afrikaners ou les Sud-Africains, principalement d'origine néerlandaise, proposent pour une plus grande autonomie ou la sécession. Ensuite, le royaume Zoulou. Ah, évidemment, c'est dans les zones Zoulous de l'Afrique du Sud. Certaines personnes pensent à raviver le royaume Zoulou en tant que partie autonome au sein de l'Afrique du Sud, et enfin, l'État de Venda qui est pour les peuples parlant Venda, principalement dans la partie nord du pays, proposant soit un État, soit une région autonome pour le peuple Venda en Afrique du Sud. Ensuite, le Soudan du Sud a un rôle non ou le nouveau Newfoundland, qui est essentiellement la patrie des peuples de l'air au Soudan du Sud. Ils sont l'un des plus grands groupes ethniques du pays. Essentiellement, la zone qu'ils proclament occupe de nombreuses parties du nord-est du pays. Ensuite, le Soudan, le Darfour. Cette zone est principalement habitée par les quatre, les Aga et les peuples Massaled et Tama. Vous en avez probablement entendu parler aux nouvelles. Vous savez, il y a eu une grande guerre, la guerre du Darfour. Essentiellement, depuis la guerre, des groupes de défense ont émergé et ils ont cherché soit leur autonomie au sein du Soudan, soit même l'union avec le pays du Tchad. Ils ont aussi l'État Béja, principalement les zones côtières le long de la mer Rouge. Ils veulent plus d'autonomie au sein du Soudan. Ils ont leur propre congrès. L'accès côtier a cet effet sur les gens. C'est comme s'ils disaient « Nous avons un système efficace.
Donnez-nous notre propre option pour le gérer, la Tanzanie à Zanzibar. Zanzibar n'a jamais vraiment été affilié à la partie continentale de la Tanzanie jusqu'à ce qu'ils soient un peu poussés ensemble en 1964 lors de l'indépendance. Zanzibar a sa propre culture et ils sont plus arabisés et ils sont plus musulmans et ils font même partie du sultanat omanais. C'est comme s'ils avaient toujours été séparés du continent. Évidemment, cela a du sens qu'ils aient une sorte d'identité zanzibarienne plutôt que tanzanienne quand ils ont été un peu mis ensemble avec la Tanzanie. Je veux dire, Zanzibar est déjà une partie autonome de la Tanzanie, mais c'est comme si cela avait du sens qu'ils auraient une sorte de mouvement sécessionniste. Parmi les peuples, l'Ouganda a l'Acholi pour le peuple Acholi dans la partie nord du pays qui chevauche un peu le Sud-Soudan. Donc c'est essentiellement l'affaire Joseph Kony, l'homme qui a dirigé l'armée de résistance du Seigneur ou l'armée de résistance du Seigneur, et c'était une chose controversée dont tous les Occidentaux prétendaient se soucier en 2012, et ils ont affiché les signes publiquement et comme ils ne l'ont fait que pour renforcer leur propre image de soi, pour prétendre qu'ils étaient de bonnes personnes. Le point est que Joseph Kony, c'est l'affaire Joseph Kony. C'était très controversé. Et bien que la chose se soit un peu calmée, elle joue toujours un rôle dans les parties nord de l'Ouganda du Nord. Ensuite, la Zambie, la terre de Barotse. J'ai en fait expliqué cela dans mon épisode sur la Zambie. Donc c'est essentiellement la partie occidentale de la Zambie qui est principalement habitée par le peuple Lozi. Et le peuple Lozi a un lien profond avec leur histoire et les royaumes et empires qui étaient dans cette région. Récemment, en 2012, un groupe de leaders traditionnels a formé le Conseil national de la terre de Barotse qui a appelé à l'indépendance de la terre de Barotse. Cependant, d'autres anciens se sont opposés à cette idée. Ne le faisons pas, ils débattent entre eux, mais le concept de la terre de Barotse est quelque chose qui est parfois évoqué en Zambie occidentale. Enfin, le Zimbabwe possède la terre de Matabele, également appelée Ntwakazi. C'est en fait la région que j'ai visitée dans l'épisode sur le Zimbabwe. C'est fou parce que c'est en fait l'endroit où se trouvent certains des sites les plus importants du Zimbabwe. Comme, vous savez, Livingstone ou les chutes Victoria ou Mosi Oatunya, la fumée qui gronde, la plus grande cascade d'Afrique. Donc en gros, les gens du Zimbabwe, il y a deux groupes principaux. Il y a les Shona qui représentent environ 70% de la population et puis il y a les Ndebele qui représentent environ 20%. C'est la terre des Ndebele, le deuxième groupe de personnes le plus important. Généralement, les Zimbabweans de tous les groupes ethniques s'entendent bien entre eux et sont détendus les uns avec les autres. Mais certaines personnes du côté Ndebele ont un peu discuté de la possibilité. Proclamation d'une plus grande autonomie dans l'ouest du Zimbabwe. Donc voilà, en bonus, certaines régions insulaires isolées au large de l'Afrique qui relèvent de l'administration européenne ont également exprimé une possible autonomie. Mouvement sécessionniste. Ce sont la Réunion et mon ancienne île dans l'océan Indien pour la France. Ainsi que les îles Canaries pour l'Espagne et l'île de Madère pour le Portugal. Voici les mouvements séparatistes, sécessionnistes et autonomistes d'Afrique. Pourquoi s'en soucier? Parce que c'est important, je suppose. Cela illustre la structure sociale des peuples à travers le monde et pourquoi ils disent et revendiquent ce qu'ils font. Cela vous donne une compréhension visuelle complète des raisons pour lesquelles les choses sont ainsi dans ce monde. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et quel sujet aimeriez-vous que je couvre dans ces prochains GeoGraTalks? Laissez vos suggestions dans les commentaires. Je les lis vraiment, du moins les plus intéressants, avant de m'ennuyer à cause de leur grand nombre. Donc, si vous avez un commentaire intéressant, je le lirai probablement, d'accord? Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez un bon moment. Restez cool, restez à l'écoute.